Il paraît que l'opéra, c'est mortel. Vous ne croyez pas si bien dire. Avant que Charles Garnier ne forge cet opéra et que Gaston Leroux ne fasse émerger son fantôme des tréfonds de la terre, il a fallu que le feu et le sang fassent trembler la capitale pour que ces deux monuments deviennent des emblèmes de la culture française et internationale. À l'occasion de l'exposition anniversaire des 150 ans du Palais Garnier, co-réalisée avec la BNF, Chris et moi avons voulu enquêter sur les événements qui ont précipité sa construction. Des drames bien réels qui ont nourri l'imaginaire de Gaston Leroux et posé les fondations d'un opéra hanté avant même qu'il ne soit bâti. Et pour commencer, Direction les collections de la Bibliothèque nationale de France. En 1821, après plusieurs déplacements à cause d'incendies et de quelques drames politiques, l'élite parisienne a besoin d'un nouveau lieu pour se distraire. Et ce sera l'Opéra rue Lepelletier. Mais en 1858, un attentat vise Napoléon III et sa femme Eugénie devant Lepelletier. Du coup, on arrête les bêtises, il est temps de construire un véritable lieu, une espèce de forteresse de dorures et d'apparat. Et le gouvernement décide de lancer un concours en 1861 pour construire un nouvel opéra. Et c'est le tout jeune Charles Garnier qui l'emporte. mais si tu crois que c'est la fin des malheurs pour Lepelletier, tu te trompes car cet endroit est véritablement maudit. Le 15 novembre 1862, soit 4 ans après l'attentat contre l'empereur, la danseuse Emma Livry est victime d'un terrible accident. En s'approchant trop près de la rampe à gaz qui borde la Seine, son tutu prend feu et la transforme en torche vivante. J'étais sûre qu'il allait la le faire. Non mais Chris, elle n'a pas survécu à ses blessures. Ouais, mais ça a fait un super tube. Et c'est loin d'être fini, car dans la nuit du 28 au 29 octobre 1873, un incendie dévastateur ravage la quasi-totalité du Pelletier. Les causes sont incertaines, même si on imagine que la combinaison de décors en toile peinte et d'éclairage à la flamme a dû être un brin explosif. Mais quoi qu'il en soit, les dégâts sont irréversibles. En gros, circuler, y a rien à voir, c'est fini, ciao. Bitch. Et pendant ce temps-là, Charles Garnier est dans le sud en train de process l'arrêt brutal des travaux, suite à 3 ans de guerre avec la Prusse qui ont vidé les caisses, à la capture de l'empereur et à sa mort en 1873. Mais il finit par recevoir un appel inespéré. Tant. Oui, monsieur Charles Garnier, ici Mac Mahon, votre nouveau président. Bon, à Paris, ça a un peu chauffé dernièrement, mais avec mon gouvernement, on a décidé que la guerre c'était bien, mais que la musique c'est mieux. Du coup, on va reprendre les travaux de votre cher opéra. Bon, maintenant tu m'enlèves ça s'il te plaît. Le Palais Garnier ne sera d'ailleurs pas le seul à émerger des cendres encore fumantes du Pelletier. Il y a aussi une légende tenace, celle d'une ballerine qui aurait péri dans l'incendie et que son fiancé, un pianiste, aurait tenté en vain de sauver. Défiguré par les flammes, on dit que celui-ci se serait réfugié dans les souterrains du Palais Garnier encore en construction. Selon la rumeur, il y aurait vécu jusqu'à sa mort hanté par la perte de sa bien-aimée et aurait consacré le reste de ses jours à composer une œuvre lyrique en hommage à cette même ballerine, contribuant à faire entrer le Palais Garnier dans la légende. Car comme on sait, le drame ça vend très bien. Pourtant, j'ai vérifié, il n'y a eu qu'une seule victime dans l'incendie et c'était un caporal de pompiers, c'est ballot. Quant à la fiancée, c'est évidemment une déformation de ce qui est arrivé à Emma Livry. Donc oui, une bonne vieille légende urbaine comme les Parisiens savent si bien en créer. Bah, pas totalement, parce qu'en 1907, lors de travaux dans les sous-sols de l'opéra, un squelette est déterré qui restera non identifié, sauf pour évidemment Gaston Leroux qui va profiter de l'affaire pour son histoire de fantôme de l'opéra qu'il publie en 1910. Apparemment, il s'agirait d'une victime de la commune. Enfin, c'est ce qu'ont dit les journaux. Et tu sais ce qu'ont dit les journaux. Mais ça me paraît assez Mais ça me paraît assez étrange. S'il y avait vraiment eu des exécutions dans les sous-sols, pourquoi est-ce qu'on aurait retrouvé dans ce cas un seul corps? Ça tient pas. Et Gaston Leroux non plus n'y croyait pas. Comme il était journaliste judiciaire, il a enquêté et démontré que c'était juste pas possible. Donc, cette histoire de fantôme dont il a fait son beurre, c'était pas juste pour faire peur, il y croyait vraiment. Comme les conspirationnistes au fait que ce sont les aliens qui auraient créé les pyramides, quoi. Attends, c'est pas eux? Je m'y attendais pas, celle-là. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le livre du fantôme de l'opéra est tombé pendant la prise. Je veux dire, si ce n'est pas un coup du fantôme... Bon, peut-être qu'il a laissé des notes ou des indices dans son manuscrit. Le seul moyen de le savoir, c'est se rendre sur le site Richelieu de la BNF. Et ça, c'est de la transition.
La Bibliothèque nationale de France Richelieu conserve le manuscrit original du Fantôme de l'Opéra que nous avons eu la chance de consulter avant qu'il n'aille rejoindre l'expo des 150 ans du Palais Garnier. On a ici le manuscrit du Fantôme de l'Opéra qui fait partie du fonds Gaston Leroux qui est entré à la Bibliothèque nationale en 2004. C'est un des plus beaux manuscrits du fonds et on retrouve donc les différentes strates du travail de Gaston Leroux avec son écriture, mais également sur différents feuillets, comme par exemple ici, l'écriture d'un copiste professionnel. Donc on sait que Gaston Leroux a dû avoir plusieurs états de son œuvre, qu'il a recopié, redécoupé, jusqu'à parvenir à ce manuscrit, qui n'est pas non plus le manuscrit définitif, puisque le découpage en chapitres diffère de l'œuvre publiée. On sait que Gaston Leroux publie d'abord le Fantôme de l'Opéra en feuilleton dans le journal Le Gaulois, puis ensuite il le publie en volume et à chaque fois ça n'est pas le même texte. Il y a des coupures, il y a des ajouts, donc ce manuscrit c'est une sorte de mine d'or pour les chercheurs, pour les spécialistes de l'œuvre de Gaston Leroux, parce qu'on y retrouve toute la genèse de son roman, les différentes étapes, les différentes strates de la rédaction, et on y retrouve également, quand on regarde vraiment dans le détail, les emprunts que Gaston Leroux a pu faire dans d'autres romans, dans des guides touristiques qui décrivent l'Opéra de Paris. Donc on sait qu'il y a une petite partie, on ne va pas dire de plagiat, mais en tout cas d'inspiration, de reprise d'autres œuvres. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui doit paraître très vite. Un roman en feuilleton, c'est publié extrêmement rapidement, les rotatives attendent, les lecteurs attendent, d'où le côté un peu énigmatique de ce manuscrit, puisqu'il peut à la fois être le manuscrit du feuilleton et le manuscrit de l'œuvre publiée, qui ont énormément de différences. Bon, on pensait avoir quelques réponses, on a surtout appris vachement de choses. Maintenant, prochaine étape, aller au Palais Garnier. Leroux était un véritable orfèvre de l'intrigue. Quand tu vois le mystère de la chambre jaune, Agatha Christie à côté, c'est niveau débutant. Mais tu vois, dans le Fantôme de l'Opéra, je trouve que c'est encore plus difficile de s'y repérer, car il mêle si habilement des faits divers et légendes réelles à la trame de son invention qu'il est quasiment impossible de savoir démêler le vrai du faux. Par exemple, un truc que j'ai repéré dans le manuscrit, c'est qu'il a changé le nom de son héroïne Pauline en Christine, comme la soprano star Christina Nilsson, dont il s'est pas mal inspiré pour construire son personnage. Paraît que lorsqu'elle avait sa loge à l'opéra, elle aurait senti une étrange présence et entendu une voix d'outre-tombe, mais c'est peut-être aussi Leroux qui a réussi à substituer son récit à la réalité. T'as aussi une autre histoire qui est dans le roman, mais cette fois-ci, elle est vraie. En 1896, lors d'une représentation de Faust, bien évidemment Faust, un contrepoids de 7 tonnes se décroche du plafond, embarque avec Lulus, qui finit sur le public, blessera un paquet de personnes, mais n'achèvera qu'une femme, assise bien évidemment à la place numéro 13. Bah ouais, facile. Une autre histoire tragique qu'on retrouve dans le Fantôme de l'Opéra, soit légende urbaine reprise par Leroux, soit inventée de toutes pièces par celui-ci, est celle du machiniste retrouvé pendu dans les souterrains du Palais Garnier, et dont on n'aurait apparemment jamais retrouvé la corde. Comme de par hasard. C'est surprenant. Ne serait-ce pas un coup du fantôme? En 1932, une ballerine serait tombée d'un des balcons. Enfin, vu la distance, soit elle a sauté en mode lac des cygnes, ou bien elle s'est fait catapulter. La résultante, c'est que heureusement, elle s'en est bien sortie, mais pas cette marche qui conserve encore aujourd'hui une magnifique fissure qui serait la trace de cet accident, et c'est bien évidemment la numéro 13. Ouais, bah là, tu vois les éclats là, c'est là où toutes les ballerines sont tombées. Tu vois. Alors oui, on n'a pas pris le bon escalier, et il y a un mec un peu chelou avec un masque sur la moitié de son visage qui m'a trop mal regardé de son seul œil. Du coup, voilà, je me casse quoi. Là, tu vois, c'est les productions Bacchus Louise. On est bien entouré, mais on n'a pas une thune. Le lac artificiel qu'il y a dans les souterrains du Palais Garnier fascine tellement qu'on a du mal à imaginer qu'il existe vraiment. Bah, il est pas très loin d'ailleurs, parce que si ta cadreuse continue à reculer, elle va finir dedans. Non Clément, arrête-toi tout de suite. Et là encore, c'est grâce au roman seulement qu'il est auréolé de mystère, car à la base, il est complètement utilitaire, il sert à contenir les eaux de la nappe phréatique sur laquelle est construit le bâtiment. Rien de très sexy donc. Non, pas trop, non. Ah, pourquoi tu trouves pas ça sexy les nappes phréatiques? Si. Pourtant, c'est bien ici que, si on en croit Leroux, aurait vécu le pianiste brûlé dans l'incendie du Pelletier. T'y crois, toi? Moi, je trouve ça un peu troglodyte. Bah, à moins d'avoir des bronchiers et un tuba, je pense que c'est un peu compliqué ton affaire. Et enfin, comment ne pas citer la loge numéro 5? Waouh, c'est trop beau. C'est pas mal, j'étais jamais rentré.
Dans le roman, le fantôme se l'attribue sous la menace pour en faire un observatoire afin de ne plus jamais avoir à quitter des yeux sa belle Christine. Un peu cringe quand même, non? Quand même. Et la légende est si forte que dans la vraie vie, la loge numéro 5 fut officiellement attribuée au fantôme en faisant non plus son repère exclusif, mais celui d'amateurs et d'amatrices venant par milliers pour passer les portes du Palais Garnier. Mais tu crois que le fantôme, il partage sa loge? On est un peu concerné là-dessus. Ouais, c'est pour ça que je te dis, à mon avis, il vaut mieux y aller là. En s'inspirant de faits véritables et en les laissant être contaminés par la fiction, Leroux a tissé une légende indissociable du Palais Garnier. Et pas que pour son fantôme, devenu un incontournable de pop culture. Mais parce que ce brouillage entre le rêve et la réalité est la nature même de l'opéra, un art d'illusion et de mystère où les histoires, même les plus tragiques, peuvent se transformer en magie. Et pour en savoir plus, on vous donne évidemment rendez-vous au Palais Garnier pour découvrir cette exposition avant le 15 février.